Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Christine Michaud et je suis très heureuse d'animer pour vous cette table ronde qui n'est pas vraiment ronde, que je trouve trop loin. Iris, ça va? Ça va, ça va. Alors, on va se parler de connaissance de soi, de nos chemins intérieurs. Je pense qu'on a des personnes vraiment toutes désignées pour ça avec nous cet après-midi. Donc, une discussion plutôt cool parce que c'est ce dont on a envie et qui va durer à peu près 45 minutes. Alors, avant de commencer, je vais vous présenter pour s'assurer que vous sachiez à qui va s'adresser à vous. Donc, d'abord, Sophie Desmarais, qui a écrit le livre « Tout pour être heureuse ». Là, on n'a pas de petits trucs qui se tiennent debout. On les a mis sur la table. Peut-être les montrer, bien sûr. Alors, Magdalena. On voit que c'est la première fois que je viens. C'est ça. Je présente mon livre. Alors, Sophie est philanthrope engagée. Elle est la marraine de la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais, qui lutte contre le harcèlement et s'engage auprès des plus démunis. Avec son livre intitulé « Tout pour être heureuse », elle lève le voile sur un lourd passé. J'ai lu ce livre comme un roman. Alors, c'est captivant de découvrir l'histoire de Sophie. Merci. On va en parler, bien sûr. Ensuite, il y a Iris, notre jeune participante du jour, avec sa bande dessinée « Occupez-vous des chats, je pars ». Détentrice d'un baccalauréat en bande dessinée de l'Université du Québec en Outaouais. Iris se consacre à l'illustration et à l'écriture depuis une quinzaine d'années. Dans ses BD, elle traite avec humour et dérision des sujets comme l'amitié, l'amour, les interactions sociales. C'est vraiment aussi une porte ouverte sur sa vie intérieure. On apprend plein de choses sur elle, sur ce qui la passionne. Et là, c'est un peu comme des carnets de voyage aussi. Alors, on va en reparler. Et enfin, je n'ai pas le choix de le dire, mon cher ami Serge Marquis, que j'aime plus que tout au monde. Alors, Serge, qui est médecin spécialiste en santé communautaire et titulaire d'une maîtrise en médecine du travail, il a développé un intérêt tout particulier pour le stress, l'épuisement professionnel et la détresse psychologique. Alors, il est consultant dans le domaine de la santé mentale au travail. Il est l'auteur de nombreux livres traduits en plusieurs langues que j'ai tous lus, que j'ai tous adorés. Alors, ravi de vous avoir ici aujourd'hui. On peut dire aussi que cette activité est rendue possible grâce à Savoir Média. C'est pour ça que vous voyez que tout est filmé actuellement. Donc, pour commencer, peut-être pour déjà vous donner la parole, puis que tout le monde vous connaisse un petit peu mieux, et surtout ce que vous avez écrit, si vous nous disiez peut-être en une phrase ou deux, en quoi votre livre fait un lien justement avec ce désir de connaissance de soi, que ce soit pour vous ou pour vos lecteurs, en quelque sorte. Alors, je pense que je vais commencer avec Iris. Moi, j'ai commencé ma carrière avec de l'autobiographie. Donc, en 2006, mon premier livre était autobiographique. Puis ensuite, je me suis tournée vers la fiction jusqu'à l'année passée où je suis retournée à mes premiers amours avec un autre livre autobiographique. Puis c'est ça, c'est vraiment un livre super introspectif où je reviens sur des carnets de voyage que j'ai faits depuis 2009 qui parlent des voyages que j'ai faits par rapport à la bande dessinée, des résidences ou des voyages pour des festivals. Et puis, comme la Iris de maintenant qui pose un regard avec un peu de recul sur les pages que j'avais faites depuis 2009. Sur le passé, C'est finalement. ça. Donc, c'est très introspectif. Oui. Donc, c'est vraiment hyper mignon et original parce que c'est tout le fait que ce soit écrit à la main. On a l'impression d'avoir accès, dans le fond, à ce que vous auriez écrit là, sur votre table de chevet ou de travail, puis qui n'est même pas publié. C'est ça, c'est vraiment un journal. Puis c'est même, j'ai fait les pages dans un carnet. Donc, c'est vraiment comme si c'était un journal, mais que je le partageais avec tout le monde. Merci, Iris. Sophie? Bonjour, déjà. Je suis nouvelle dans ce genre d'écriture, si vous voulez. Et moi, j'ai voulu partager mon histoire personnelle de problèmes de santé mentale que j'ai vécu, que beaucoup d'entre vous, peut-être, ne savent pas, que je suis la fille de Paul et de Jacqueline Desmarais, donc des gens, une famille très connue. Et par moments, on peut penser que dans une famille connue, rien ne peut arriver. Et donc, c'était très important pour moi, après presque 50 ans de rester cachée en silence, de pouvoir dévoiler une vérité
une vérité qui existe encore aujourd'hui, parce que je crois que les problèmes de santé mentale prennent du temps à guérir. Je crois que monsieur sera d'accord avec moi. Et j'ai voulu le dévoiler avec le public parce que je voulais faire partie du public. Je voulais que les gens puissent me considérer égale à eux et de pouvoir dire aux gens autour de moi que c'est pas parce qu'on a peut-être une maison plus grande ou qu'on ait un peu plus d'argent dans les poches qu'on ne peut pas souffrir. Et c'est tout le contraire. On peut souffrir autant, sinon par moments peut-être plus, même si c'est peut-être un peu difficile à comprendre. Mais je vous invite tous à lire le livre parce que ça parle de mon histoire. Merci. Donc, merci. Merci, Sophie. Et Serge, avec sa suite tant attendue aussi de Pansouillard le hamster. Oui. En fait, la raison pour laquelle j'ai écrit ça, c'est que ça fait 30 ans que je soigne des personnes qui ne fonctionnent plus, principalement dans leur travail. Et quand ces personnes-là arrivent dans mon bureau, elles ont à peu près toutes la même phrase en commun, « Je ne sais plus qui je suis ». Alors, s'il y a une phrase qui est liée à la connaissance de soi, c'est bien ça, « Je ne sais plus qui je suis ». Alors, ça m'a donc interpellé beaucoup. Alors, j'ai décidé de creuser cette phrase-là pour essayer de vraiment comprendre ce que ça voulait. Parce que Socrate nous a dit il y a 2500 ans, « Connais-toi toi-même ». Puis je pense que c'est une phrase qui devrait être au cœur de toute notre existence. Alors, j'ai décidé de mettre en scène deux personnages qui cherchent l'âme sœur et qui essaient de plaire à l'autre à travers des images qu'ils ou qu'elles projettent d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes, sans savoir que la façon d'intéresser l'autre, c'est en étant vraiment soi-même. Alors voilà, donc c'est le sujet du bouquin. Bien, tu parles de qui suis-je? Bon, on a des grandes questions philosophiques qu'on peut avoir dans la vie. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Ce genre de trucs. Mais effectivement, d'apprendre à se connaître, c'est pas toujours chose facile. Si je vous demandais à chacun de vous, vous en êtes où avec ce sujet personnellement? Est-ce que vous considérez que vous vous connaissez bien? Qu'est-ce que vous avez fait pour mieux vous connaître peut-être jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui a fait que vous avez été à la recherche de qui vous étiez? Je ne sais pas qui veut répondre. Sophie? Je vais répondre. Alors, selon moi, je pense que j'ai tellement eu du mal à me connaître parce que déjà, j'étais tellement mal avec moi-même que, évidemment, c'est pas évident d'apprendre à se connaître quand on essaie déjà de se connaître et que, finalement, on n'a pas le droit de se connaître parce que tous les interdits vous sont dominés. Et moi, j'ai été dominée par un sentiment qui est assez curieux, mais j'ai été dominée par la peur. Dès mon enfance, on m'a instauré la peur en moi. Et donc, j'ai vécu toute ma vie, jusqu'au décès de mes parents, à me poser la question, mais je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas faire ça. Est-ce que je peux aller me promener dans la rue aujourd'hui? Est-ce que les gens vont m'aimer? Est-ce que toutes les questions existentielles qu'on peut se poser, jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, je me la pose encore, mais je crois que j'ai appris à me connaître plus en dévoilant mes secrets, si vous voulez, dans mon livre. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis quand même en meilleure connaissance de moi-même, donc je peux effectivement comprendre beaucoup mieux, par exemple, pourquoi je souffre d'anxiété ou qu'est-ce qui provoque mon anxiété ou qu'est-ce qui provoque des moments de dépression et surtout qu'est-ce qui provoque l'anorexie avec laquelle c'est quand même une maladie qui est très compliquée et une maladie avec laquelle j'ai vécu pendant très, très longtemps. Je vis encore avec. Je veux que les gens le sachent parce que je crois que c'est quelque chose que peut-être d'autres personnes a peut-être cette même maladie ou ces mêmes contraintes et ont peur d'en parler. Moi, j'ai décidé de ne plus avoir peur d'en parler, mais plutôt de le divulguer. Et si ça peut aider d'autres à en parler ou à même soulager, mon livre, il est là pour ça.
Donc, Merci. je pense que, je ne sais pas si ça répond à Oui, votre tout à question. fait, tout à fait. Puis ça me donne des idées pour vous relancer sur autre chose. Mais je vais laisser Iris et Serge répondre aussi. Iris, pour la connaissance de soi, vous en êtes où? Sur 10, Oh vous mon connaissez Dieu, à combien? Non, non. Je dirais 6. 6, vous avez dit? Ouais. OK. Ben, je pense que on a, ben, en tout cas, pour ma part, j'apprends à me connaître tous les jours un Ouais. peu. Là, puis je pense que c'est une richesse que j'ai d'avoir ces carnets-là Mhm. qui sont comme un genre de journal intime. Quand je m'y suis replongée, la Iris de maintenant portait un regard sur la Iris du passé, un regard des fois un peu dur. Ouais. Mais je pense que ça fait partie d'apprendre à se connaître que Mm. de voir qu'on a changé, Tout à qu'on a fait. évolué. Puis je suis même replongée aussi dans des emails. Maintenant, on peut faire ça, Ouais. ce qu'on ne pouvait pas faire dans le passé, mais j'ai relu des emails de 2009, de mes premiers voyages. Puis je me disais, ah, je parlais comme ça, ou je disais ça, ou ah mon Dieu, j'avais. Parce que tu sais, notre mémoire a quand même ses limites. Là. Il y a des choses dont je me rappelais pas. Puis de rebrasser tout ça, je pense que ça aide de voir, OK, je suis rendue là maintenant. Ouais. Il y a ça qui a changé, il y a ça qui a empiré. Tu sais, parce que, en tout cas, on pourra y revenir, mais l'anxiété, la dépression, des fois, moi aussi, ça C'est un thème ça commun. m'attaque un peu. Ouais, surtout l'anxiété, j'en parle beaucoup dans mon livre. Puis c'est quelque chose que je vois qui a, par exemple, empiré. Oui. Mais le Peut-être COVID à n'a cause de pas la- aidé. c'est ça que hein. j'allais Non, dire, peut-être à cause de la pandémie. c'est sûr, là. exactement. Je Bref, pense que ce ouais. que vous avez en commun, c'est beaucoup de dire, vous l'avez un peu dit toutes les deux, c'est de voir ce qui est, puis Serge, tu pourras rebondir là-dessus, mais tu sais, voir ce qui est, puis pas se frapper dessus en disant, ben là, franchement, tu sais, pourquoi comment ça que tu as écrit ça, ou pourquoi tu pensais ça, mais plutôt d'accueillir, de dire, ben voilà, c'était moi avant, j'ai cheminé. J'imagine que c'est un processus qui est normal, qui fait partie de l'acceptation, Serge. En ce qui me concerne, la connaissance de soi, ça se fait à chaque seconde, à Ouais. travers l'observation de ce qui se passe dans notre tête. Parce que la peur, l'anxiété émergent d'une perception qu'on pense que les gens peuvent avoir de nous, par exemple. Et ça permet l'observation de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de distinguer ce que j'appelle deux mondes à l'intérieur de nous. Ouais. Le premier monde qui est le monde de l'ego. Et ça, c'est super important à mes yeux d'explorer ça au cours d'une vie. Mm. Parce qu'on apprend, on pense qu'on sait ce que c'est l'ego. Mais quand on commence à creuser, là, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe qu'on pensait le savoir. Alors, et l'autre monde, c'est le monde de la présence. Puis quand on commence à s'observer, on observe que l'attention va d'un monde à l'autre. Mm. Et que de s'apaiser, c'est d'amener l'attention du monde de l'ego au monde de la présence. Parce que dans l'ego, il y a la peur tout le temps. L'ego, il est le résultat d'un processus que dans le cerveau qui s'appelle le processus d'identification, qui fait qu'on construit. On a besoin de on ça. construit, c'est là. On vient au monde avec. OK. Puis on fabrique des images de nous-mêmes, des identités. On s'identifie à toutes sortes de choses, aux vêtements qu'on porte, à la voiture qu'on conduit, à plein d'affaires. Puis le cerveau ne fait pas la différence, je vais terminer là-dessus, entre la perception d'une menace à la survie puis la perception d'une identité qu'on a fabriquée, qui constitue notre ego. Alors, si je m'identifie, un exemple banal, à la voiture que je conduis et que quelqu'un a un commentaire négatif sur ma voiture, bien, mon cerveau ne fera pas la différence entre la perception d'un commentaire sur la voiture et la perception d'un commentaire sur ce que je suis. Ouais. Alors, quand j'observe ça, là, je suis capable de ramener mon attention dans le présent puis d'apaiser la peur qui vient du commentaire négatif ou de la critique qui a été faite sur les multiples identités que j'ai pu construire au cours d'une existence. Mais c'est puissant. Il y a une grande force qui peut émerger Énorme. de ça. Énorme, parce qu'à ce moment-là, je n'ai plus peur. Ouais. Parce que quand je suis dans la présence complète, là, la peur s'apaise, disparaît. Je ne suis plus en train d'essayer de vérifier si la critique, pas de vérifier, mais de réagir, c'est ça l'expression que j'aurais utilisée, à la critique qui vient d'être faite à propos de n'importe quoi auquel je peux m'être identifié. Et ça, c'est fascinant parce que je vais terminer là-dessus. C'est tellement drôle. J'ouvre la télé, il y a un match de tennis. Il y a deux joueurs de tennis que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu de ma vie. Un qui vient de la Chine, de la Pologne, je dis n'importe quoi. Là. En une fraction de seconde, je m'identifie à un des deux parce que le processus d'identification embarque. Bien, s'il gagne, je me sens bien. S'il perd, je me sens mal. Puis une minute avant, je ne les connaissais pas. Et c'est ça le processus qui est important d'observer dans notre tête parce qu'on reprend du pouvoir sur sa vie quand on ramène l'attention dans le présent et non pas sur ce que l'ego craint tout le temps. Oui. Non, c'est puissant, puis ça nous mène tellement. Je vais vous faire une confidence pour lancer la prochaine question, mais
récemment, puis là, mon éditeur qui est ici avec les relationnistes de presse vont rire, mais on a demandé de recevoir le dernier livre que j'ai écrit pour Infoman, l'émission Infoman. On sait tous qu'Infoman, c'est une émission qu'on aime bien, mais qui ne fait pas dans le développement personnel ou de dire qu'on adore la lecture, surtout les lectures de développement personnel, justement. Alors, sur le coup, j'ai paniqué. Puis là, j'ai pleuré. Je me dis, voyons, qu'est-ce qui se passe là? Puis jusqu'à faire mon processus pour me dire, même s'ils riaient, là, même si, au pire, là, ils vont dire que c'est épouvantable, que c'est ridicule, etc. C'est pas de moi qui ris. Mais ça demande comme un... Sauf qu'une fois qu'on traverse ça, je trouve qu'après, il y a quelque chose qui se défait, là, qui se dissout en quelque sorte, qui est très aidant. Fait que je ne sais pas si c'est quelque chose que vous vivez aussi. Même la phrase qui m'est venue en préparant cette entrevue ou cette table ronde, c'était... Dans le fond, je suis forte de mes fragilités. Si j'en deviens consciente, si je suis présente, comme tu dis, ben ça me renforce. Qu'est-ce que vous en pensez? Sophie a fait un petit... Je crois que vous avez raison, que la fragilité peut donner beaucoup de force. Mais avant qu'elle donne beaucoup de force, elle fragilise. Ouais. Donc, à quelque part, avant d'avoir la force, moi, personnellement, j'ai vraiment souffert. J'ai souffert dans toutes mes décisions d'adulte. J'ai souffert des divorces. J'ai souffert beaucoup de choses personnelles. Et en fait, je pense que... je dirais que ma fille qui est là aujourd'hui m'a toujours dit, maman, je pense que tu as absolument tout vécu. Alors, je pense que c'est ça qui me rend peut-être plus forte. Parce que si elle a un moment un peu de sensibilité ou de fragilité, elle sait qu'elle peut venir me voir en disant, maman, je sais que tu as vécu ça. Comment est-ce que tu réagirais? Alors, à travers peut-être cette même fragilité, peut-être que j'ai trouvé une certaine force pour pouvoir aider les autres. Et je pense que c'est peut-être en parlant en ce moment, je suis en train même de trouver une force dans cette fragilité, c'est de pouvoir justement en parler et de pouvoir me confier au public de mes fragilités, justement. Je pense que juste de se confier au public et de ne pas avoir peur de dire des choses qui peuvent être peut-être mal interprétées, avoir des commentaires un peu désobligeants, eh bien, moi, je pense qu'à quelque part, ça m'a peut-être rendue plus forte. Est-ce que... Oui, tout à fait. Je peux comprendre. Puis c'est l'accumulation des expériences de vie aussi, sans doute. C'est comme ça, quand tu dis on apprend à se connaître à chaque minute. Quand, Iris, vous revenez sur, justement, les pages ou les expériences du passé, bien, on peut percevoir peut-être une fragilité aussi. Puis je pense que vous êtes très bonne pour, justement, mettre les choses telles qu'elles sont, sans, j'imagine, vous demander est-ce que c'est OK que je dise ça ou pas, que j'écrive ça. Non, je me le demande beaucoup. C'est assez une petite rébellion, même, des fois, de dire je vais aller au bout de ça. Non, je me suis beaucoup posé de questions en faisant mon livre. Est-ce que je veux raconter ça? Est-ce que je veux pas dire ça? J'aime pas ça me montrer vulnérable. J'aime pas ça montrer ma fragilité. Donc, des fois, j'avais des... Je savais pas, entre bref... Mais les fois où vous l'avez fait dans l'histoire, moi, j'ai tellement senti, comme Sophie disait, que c'était comme un cadeau au public, finalement, de dire, ben moi aussi, je me pose ce genre de questions. Moi aussi, je vis ça. Ben oui. Je pense à une page complète où vous êtes dessiné en disant qu'en voyage, vous vous trouviez moins belle ou quelque chose comme ça. Je trouve que c'est frappant. Je veux dire, ça... Puis là, on se dit, ben oui, on a tous des moments comme ça où on se juge, où on est déçu de soi, ou je sais pas quoi. Puis en même temps, on dit, ça tient à quoi? Tu sais, c'est presque... sans rien enlever, mais on vit tout ça. Là, tu sais, on dit, ben, qu'est-ce que je fais de penser ça? J'espère que ça peut aider des gens, parce que moi, je sais que quand je lis des témoignages, justement, de personnes qui sont anxieuses ou en tout cas qui se sentent de la même façon que moi, c'est sûr que ça me fait du bien puis que je sens que je suis pas toute seule. Bien sûr. Fait que j'espère que pour ça, ça peut aider. Puis, tu sais, j'essaie de le faire avec quand même de l'humour, puis, tu sais, c'est pas tout le temps haha, super drôle, là, mais un peu... La façon dont je le traite dans le livre, c'est je prends ça, j'ai l'air de prendre ça avec beaucoup plus de légèreté que je le prends réellement. Dans la vie de tous les jours, mon anxiété, c'est pas, je la prends pas à la légère, puis ça me fait quand même pas mal souffrir. Mais c'est peut-être thérapeutique aussi pour moi de faire comme si c'était moins grave que ça l'est.
Puis en tout cas. Mais ce qui est sans doute thérapeutique aussi, Iris, c'est, puis vous pourrez me dire si vous faites ce genre de choses, mais c'est comme un journal aussi. Hein? Oui, Tu sais, oui, c'est une c'est bande ça. dessinée, mais c'est presque un journal Oui. intime. Et donc, de tenir un journal, de se confier. Jung disait, c'est peut-être le premier mouvement justement de guérison, de se raconter. C'est pas pour rien qu'on va voir des thérapeutes, puis souvent, la première rencontre, on ne fait que se raconter et pleurer, puis le thérapeute ne dira pas un mot à peu près, puis on sort de là, puis on dit « Ah, mon Dieu, qu'elle m'a fait du bien » ou « qu'il m'a fait du bien ». Mais tu sais, elle n'a absolument rien dit, c'est juste qu'on a sorti de cracher le morceau, en quelque sorte. Est-ce que c'est une activité que vous faites depuis toujours, qui vous aide de... Pas vraiment. Je suis pas une grande journaleuse. une journaleuse, oui. Mais puis la différence aussi entre un journal puis un livre journal, c'est que ça, c'est lancé au public. Ouais. C'est pas intime. Ben, c'est intime, mais ça s'adresse pas juste à moi-même Ouais, ou je à comprends. mon psychologue ou je sais Ouais, pas. ouais, ouais. Donc, il y a quand même une volonté de partager avec les autres, mais ça fait aussi que je choisis ce que je raconte, puis je raconte pas tout ce qui se passe dans ma tête, dans mon Mhm. livre. Puis, comme je disais, je me suis posé beaucoup de questions. Là. Vous avez l'air de penser que j'y allais comme ça. Mais non, non. Il y a Ben, c'est plein de choses. parfait, hein? C'est Mais- le signe du oui, non, non. génie, ça. Quand Mais- ça a l'air, tu sais, ça coule de source, Tant c'est mieux. facile, on se dit bon. Mais aussi, il y a plein de choses que je me disais, est-ce que je ne vais pas blesser des gens? Il y a des Ah. choses que je ne vais pas raconter. Est-ce que mes parents vont lire ça? Ben, Ouais. évidemment qu'ils vont le lire, mais j'ai rien fait de très grave. Là. J'ai rien fait de criminel. Mais quand même, c'est des choses intimes que j'ai pas envie de partager avec tout le monde. Donc, Ouais. il y avait un choix à faire aussi dans ce que j'allais raconter. Tout à fait. Merci. Si on parle, on revient à la présence, Serge, qui est si importante. Puis, tu sais, je pense, est-ce que ça rime aussi avec conscience, Oui, d'apprendre fait. à se connaître? Moi, je crois qu'il y a une phrase fondamentale dans ma vie qui est « Nous ne sommes aucune des fausses identités que notre cerveau a construites. Je ne suis pas mon auto, tu sais, puis je ne suis pas, même pas une opinion. Je peux avoir une opinion, puis heureusement, je peux en changer. Mais mon cerveau s'identifie tellement à une opinion que si quelqu'un critique mon opinion, encore une fois, il ne fait plus la distinction entre la critique à l'égard de l'opinion puis la critique à l'égard de ce que je suis. Mais je ne suis pas mon opinion, j'ai une opinion. Alors, ce qui est important, c'est de le réaliser puis de ramener l'attention dans la présence, là où on découvre ce qu'on est vraiment. Puis ça, il faut absolument que je le dise parce que ça a changé ma vie. Il y a une femme qui s'appelle Marie de Hennezel, une psychologue française que Ah, j'ai eu la c'est chance tellement d'entendre à Montréal, qui a travaillé en soins palliatifs. Et qu'au cours d'une conférence, elle avait dit il faut découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais. Ça, c'est C'est une des magnifique. plus belles phrases que j'ai entendues de toute ma vie. Et qu'est-ce qui en nous ne vieillit jamais? Bien, la première chose, c'est la capacité d'être présent ou présente. Aux soins palliatifs, là, il y a des gens qui sont encore totalement présents ou présentes aux personnes qui les entourent. Ils sont plus en train de défendre une opinion à laquelle ils se sont identifiés. Puis cette capacité d'être présent ou présente, bien, est associée à plein d'autres capacités qui vieillissent jamais. La capacité d'aimer, la capacité de créer, De ça vieillit s'émerveiller. jamais. S'émerveiller, apprendre, transmettre, savourer. Créer, il y a des gens aux soins palliatifs qui demandent encore un crayon pour écrire des phrases, dessiner, etc. Et notre gros enjeu, là, c'est de ramener l'attention de l'espace des fausses identités qu'on essaie constamment de défendre dans la présence. Puis ça se fait simplement. Moi, je me demande souvent, est-ce que ma capacité d'être présent est menacée? Non. Quand il y a une critique. Hein. Est-ce que ma capacité d'aimer est menacée? Non. Personne ne peut me la voler. Elle est toujours là à l'intérieur de moi, mais il faut que mon attention y revienne. Oui, C'est ça le gros enjeu. effectivement. C'est tout un défi quand même. Mais pour c'est un faire- entraînement. Mais c'est un entraînement. Ah ouais, C'est ça. puis- Plus on le fait, plus ça peut devenir Un réflexe. facile, un réflexe même. Toi, aujourd'hui, tu considères que ça va mieux? Ah ben, je suis capable maintenant, ce que je suis capable de faire, c'est d'observer le moment où mon attention s'en va vers la Ouais. défense ou la protection d'une des fausses identités que j'ai construites. Exactement ce que tu racontais tout à l'heure. Tu sais, quand tu disais que tu as eu cet appel-là, sur le coup, il y a ce choc que le cerveau, il perçoit ça comme une menace à quelque chose. Là. Mais c'est une menace à ce qu'on pourrait dire, penser. Mais c'est au sujet du livre que tu as écrit, évidemment. Et là, c'est de dire, hey, est-ce que ma capacité d'être présente est menacée? Non, on ne peut pas me l'enlever. Peu importe ce qu'on dira à cette émission-là, on ne me l'enlèvera jamais. Ma capacité d'aimer, on ne l'enlèvera jamais non plus. Ma capacité de m'émerveiller, on ne me l'enlèvera jamais non plus. À moins que je laisse mon attention Ouais. aller dans cet univers-là. Ça nous enlève la posture de victime. Là. Tu sais, Ouais. quand on est là-dedans, on peut moins être une victime dans la vie, c'est sûr. Sophie, dans votre cas,
venant d'une famille comme la famille Desmarais, vous l'avez dit, c'est le succès, l'argent, la notoriété, le fait qu'il était connu, etc. C'est sûr que ça doit jouer fort sur l'ego, ça, d'être élevé dans une famille comme ça. Je veux dire, il y a comme tout un... C'est solide, c'est pesant, ça peut être bien de la pression. Fait apprendre à se connaître et à être totalement soi-même dans un contexte comme ça, c'est pas de la tarte. Je pense que je ne peux pas parler des contextes des autres gens, mais je peux définitivement partager le contexte dans lequel moi j'ai vécu. En fait, ma place était d'être parfaite. Ouais. À tout point de vue. Je veux dire, c'est aussi La simple barre que ça. est haute. La barre est haute. Il faut dire que dans une famille comme la mienne, il ne faut pas oublier que c'était une famille extraordinaire. Hein. J'avais des parents fantastiques. Simplement, moi, j'avais beaucoup de mal à me trouver dans cette famille. J'ai 2 frères extraordinaires qui ont repris les choses. Et les filles restaient en arrière et on devait se marier, avoir des enfants. Et that's it, that's all. Et évidemment, j'ai jamais pu devenir une femme d'affaires parce que ça n'existait pas. On ne pouvait pas. Alors, j'ai été envoyée dans les meilleures écoles et j'ai voulu faire les meilleures études. J'ai passé ma vie à vouloir être aimée et appréciée parce que je n'avais jamais reçu cette confiance et cet amour lorsque j'étais jeune. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement fondamental. C'est le sentiment d'aimer leur enfant et de surtout de les aider à devenir des adultes. Je sais que c'est difficile aujourd'hui parce que beaucoup de gens travaillent, les mères travaillent, les réseaux sociaux, ça n'aide pas. Les enfants sont sur leur téléphone matin, midi, soir. Et donc, ça aussi, c'est vraiment difficile. Heureusement, moi, j'ai pas vécu de cette façon-là, mais par contre, j'ai quand même pas reçu l'amour que j'aurais voulu recevoir. Et donc, c'est difficile, et la confiance. Donc, c'est difficile de devenir un adulte. Et ça m'a pris énormément de temps. Je veux dire, je vais avoir 60 ans, puis je ne sais même pas si je suis encore un adulte ou pas. Mais j'y travaille. Mais dans l'histoire de l'ego, il y a quand même une phrase et un moment que j'ai toujours retenu de la part de mon père. Et quand des gens avaient un peu trop d'ego, il disait, et je crois qu'il était juste, il disait, écoutez, l'ego est comme un mouchoir. Il faut simplement prendre le mouchoir, se lever et s'asseoir dessus. Et je pense que quelque part, c'est assez vrai. Oui, belle image. Je veux dire, j'ai un peu de mal avec les gens qui ont beaucoup d'ego, parce que je trouve que ce n'est pas quelque chose qui est très positif, mais je peux comprendre pourquoi certaines personnes ont du mal à confronter le problème de l'ego. Et une autre chose que je voulais partager avec toi, quand tu dis que quand tu voyages, tu as du mal à te trouver belle, tu n'es pas toute seule. Moi, même quand je voyage pas, j'ai du mal. Alors, ça a été une problématique dans ma vie, presque toute ma vie. Et donc, je partage tout à fait ce que tu ressens. Et d'autre part, je prends peut-être un peu trop la parole, mais j'ai envie de dire des choses. Moi, il y a des gens qui... quand j'ai vécu dans ma vie une tumeur au cerveau, et quand j'ai vécu cette tumeur au cerveau, beaucoup de gens m'ont dit « Oh my God, comment tu te sens? Mon Dieu, c'est donc triste. » Non, c'était le plus beau moment de ma vie. J'ai failli mourir. J'ai perdu la parole, j'ai perdu l'équilibre, et j'ai tout perdu. Mais écoutez, ça a été le moment le plus beau dans ma vie. Pourquoi? Parce que c'était la première fois que mes parents se sont occupés de moi. Ah, oui. C'est simple.
C'était la première fois où j'ai senti l'amour de mes parents. Il fallait presque que j'approche la mort pour me sentir aimée. Alors ça, c'est quand même incroyable. Alors c'est quelque chose qui doit être partagé et que j'ai voulu partager. Et la dernière chose, ensuite, je ne dis plus rien, Non. c'est par rapport au psychologue. Et Ouais. j'en ai vu. J'en ai vu parce qu'on m'a envoyé en voir. Surtout quand je me suis divorcée, parce que quand je me suis divorcée la première fois, on m'a considérée folle. Pourquoi est-ce qu'on se divorce? On ne se divorce pas dans la famille comme la mienne. Les sentiments de ne pas aimer son mari ou d'être mal dans soi-même, ça existe dans toutes les familles. Et on voit beaucoup de divorces entre nous. Et quand j'ai approché un psychiatre pour la première fois, et plusieurs fois plus tard, je n'ai jamais voulu dire la vérité. Je leur disais ce que je pensais que ces gens aimeraient entendre. Oh là là. Parce que même chez eux, même eux, je voulais qu'ils m'aiment. Alors, C'est fou, hein? une vie très compliquée, n'est-ce pas? Non, mais c'est surtout beaucoup de pression. Beaucoup Hey, de écoute, à un moment donné, pression. ça peut juste sauter. là. Ah oui, oui. Mais Sophie, dans ce que vous avez dit par rapport à la tumeur au cerveau, puis je pense qu'on a tous vécu ça, puis on en témoigne chacun dans ce qu'on écrit aussi, mais à quel point il y a des événements comme ça dans la vie qui sont des événements pivots. Tu sais, il y a un avant, il y a un après, puis en même temps, bien que ce soit extrêmement souffrant, parfois, que on traverse quelque chose qui est de l'ordre de l'ombrageux, du difficile, mais c'est pour apporter plus de lumière après. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais sûrement que ça contribue à mieux se connaître. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça- Iris? Oui, moi je pense Sophie, que oui. sur le moment, non, parce que... Non, avec le recul. C'est mais- sûr pas mais- quand on est dedans. là. Non, mais avec le recul, je pense que la connaissance de moi-même, c'est que je pourrais peut-être conclure ma façon de me connaître, c'est de me dire, wow, c'est quand même incroyable que je suis encore là Ouais. et que je vous parle, parce que il doit y avoir une force en moi que je ne connaissais pas, mais effectivement, c'est une force que je pense que beaucoup de gens ont et qu'ils ne savent pas qu'ils ont. Parce que moi, j'ai découvert que je l'avais beaucoup plus tard, à quelque part en survivant un peu tout ce que j'ai survécu sans tomber dans la drogue, l'alcool. J'ai eu des pensées suicidaires, c'est évident. Mais encore, étant élevée avec la peur, j'avais peur de me suicider. C'est simple. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. oui, Mais, sans doute. mais ça n'enlève pas le fait que j'avais des moments très, très forts à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, je pense que, après avoir écrit ce livre, je pense qu'effectivement, c'était pas évident de l'écrire. Mais je pense que pour la première fois de ma vie, je me sens plus forte et avec une meilleure connaissance de moi. Sans doute, oui. Mais pour faire du chemin là-dessus, sur ce que j'essaie de vous dire, c'est par rapport au pivot dont on parle. Tu sais, c'est Viktor Frankl qui a fait les camps de concentration. C'est un exemple de quelqu'un, évidemment, qui ne l'a pas eu facile, qui a beaucoup souffert. Puis quand il a créé la logothérapie, une forme de psychothérapie, il disait, on regarde un événement souffrant de notre vie, puis avec le temps, pas quand on le vit, là, pas au moment où on le vit, mais plus tard, notre objectif, c'est d'essayer même de voir en quoi ça m'a permis de grandir, de développer peut-être des nouvelles forces, des nouvelles habiletés, pour qu'au bout du compte, finalement, c'est que je puisse dire carrément merci à cet événement difficile parce que ça a fait de moi qui je suis. Peut-être ça m'a permis même de devenir encore plus moi-même. Est-ce qu'il y a des événements de ce type-là, Iris, dans votre vie? Ben, je ne sais pas si ça m'a permis de me connaître mieux moi-même, mais le premier voyage dont je parle dans mon livre, c'est en 2009. Je me suis séparée. Au départ, il y avait une séparation amoureuse. C'est ça. Puis ça a été très, très, très difficile. Puis c'est ça qui m'a un peu poussée à, pas me dépasser, mais à faire des choses que je n'aurais pas pensé que je serais capable de faire. C'est-à-dire, là, je suis partie 4 mois. Je me suis comme organisée une résidence de 4 mois à Paris. Puis ça m'a fait vraiment du bien. Puis ça a comme remis les choses en perspective aussi. Ouais. Là. Je sais pas si... Je pense que j'étais encore un peu perdue, puis je me connaissais pas tant moi-même en faisant ça non plus, mais ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait autre chose que ce gars-là, puis Montréal dans la vie. J'ai vu comme l'étendue, l'ampleur de ce qu'il y a dans le monde, de ce qu'il y a à voir. Puis, donc, ça m'a quand même permis, je pense, à me pousser à faire quelque chose que j'aurais peut-être pas fait si je ne souffrais pas de cette situation. Donc,
peut-être une forme Une forme d'apprendre de à se pivot, connaître. sans oui. doute, sans doute. Serge? Mais moi, c'est dans les mots événement souffrant, c'est le mot souffrant qui m'interpelle. Oui. Parce que. On donne du sens à cette souffrance. Oui. Quelqu'un m'avait déjà dit un jour, tu sais, la souffrance, c'est on peut lui demander ce qu'elle est en train de nous apprendre. Ouais. Lui parler. Mais il y a des petits événements de rien qui peuvent générer une souffrance au quotidien, qui peuvent être aussi des opportunités d'apprendre à voir comment son cerveau fonctionne. N'importe quoi qui nous dérange, qui nous irrite, agace, qui nous irrite, agace. C'est ouais. une parole, j'ai raconté dans un autre bouquin, le tube de pâte à dents pas fermé, tu sais, puis quand on est Ah oui. habitué à le fermer. Et ça nous agace. Mais cette irritation-là, cette tension-là, elle est une forme de souffrance. Ça dure peut-être 2-3 minutes. Mais dans notre cerveau, il y a des jugements qui se portent sur l'autre Puis ça à ce grossit. moment-là. Puis ces jugements qui sont portés sur l'autre ou sur soi-même génèrent un état d'inconfort. Ouais. Et cet inconfort-là, c'est de la souffrance. Et c'est une opportunité pour apprendre à se connaître. Comment ça se fait que je me sente de même parce qu'il y a un tube de pâte à dents pas bouché, tu sais? Alors, et ça, c'est important d'être capable d'observer ça pour apaiser au quotidien tous ces moments Ouais. d'irritation, d'impatience, et d'en tirer de la connaissance de soi, effectivement. Oui, tout à fait. Puis c'est de s'ouvrir quand ça. Tu sais, c'est la différence entre s'ouvrir ou se refermer quand on vit ces irritations. Tu sais, on pourrait décider de se fermer. Moi, je donnais un exemple à un moment donné de quelqu'un qui n'aime pas les voitures blanches. Puis à chaque fois qu'il croise une voiture blanche, il juge. Ah, un autre avec une voiture blanche, faut-tu pas avoir de goût? Puis là, ça part. Mais Ouais. ça, c'est très humain. Là, je dis une voiture blanche, ça pourrait être Absolument. plein d'autres choses. Mais à un moment donné, c'est d'aller au-delà de ça. Là, de dire, est-ce que je vais perdre mon temps, mon énergie à me laisser atteindre par ça aussi? Et moi, je donne un exemple banal, mais tu sais, une fois, j'étais en train de laver la vaisselle, puis je mets une goutte sur une assiette, puis bon, ma conjointe, j'ai dit que je racontais ça, cet exemple-là. là. Hey, d'accord. D'accord. Elle arrive, puis elle dit, tu mets bien trop de savon, tu sais, sur l'assiette. Là, dans ma tête, ça partit, mais comment ça, trop de savon? Tu sais, qu'est-ce qu'elle a lancé, la quantité de savon qu'il faut mettre? Ah, tu fais une étude Elle a là-dessus. des doctorats en savon, tu sais. Alors, mais ce moment-là, là, je suis pas bien, là. Ah non, Puis il y a c'est ça. plein de jugements. Puis si je laisse aller mon cerveau, là, ça va s'exprimer à un moment donné à haute voix. Qu'est-ce que tu en sais de la quantité de savon à mettre? Puis as-tu un doctorat en savon? Puis là, ça crée une tension. Ouais. 2 personnes sont inconfortables. 2 personnes se mettent à souffrir. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre tête? Mais qu'est-ce que tu fais justement pour. J'observe qu'il y a un discours et là, je ramène mon attention dans le présent, là, OK. complètement. Oh. Elle est partie dans l'hamster, elle est partie dans un des jeux, là. Moi, je le sais, la quantité de savon. Puis c'est moi qui ai fait la vaisselle après tout, puis blablabla. Alors, on Une occasion, mettons, de te dire en plus que tu n'as fait peut-être pas assez souvent. J'en fais pas assez souvent. Alors, c'est de ramener l'attention dans le présent sur quelque chose de très concret. Pas facile à faire. C'est simple quand on en parle, mais difficile à faire parce qu'on veut gagner. Ouais. On ne veut jamais être pris en flagrant délit de défaut, d'erreur, la perfection. Mais ça, dont c'est on parlait l'ego, tout à l'heure. Serge, qui Oui, veut c'est ça. encore là. Parce que là, on vient de me dire que j'ai mis une goutte de savon, j'en ai trop mis. Ben, je ne suis pas parfait Ouais. parce que j'ai mis trop de savon. Puis là, ben, quand on attaque mon besoin d'être parfait, ben, je réagis. Puis je veux me défendre, je veux me battre. Tu sais. Puis ça donne n'importe quoi, surtout de la souffrance à soi-même. Ouais. Alors, tous ces petits événements-là sont des événements dont on pourrait profiter pour apprendre à mieux se connaître, à observer ce qui se passe. Que justement, ce besoin qu'on nous a peut-être sans qu'on... C'était pas mal intentionné, Non. mais qui rentrait en nous de vouloir être parfait. Parfois, on n'a même pas voulu, nous. On était au pied de l'arbre de Noël, puis on récitait un petit poème, puis là, à la fin, tout le monde applaudissait, puis disait que t'es bon, tu t'es pas trompé, tu sais. On avait été applaudis, puis on a pensé que c'était parce qu'on s'était pas trompé. Fait que là, on a dit, il ne faut plus que je me trompe dans la vie. Si je veux être applaudi, je veux être apprécié. Puis on traîne ça toute son Ouais. existence. Alors, dès qu'il y a un jugement de portée, une critique, un commentaire négatif, floum, ça part. Tu sais. Puis là, on devient inconfortable. Alors, toutes ces occasions-là, puis il y en a d'innombrables chaque jour, sont des opportunités pour apprendre à se connaître, puis à apaiser ça, puis à profiter de la vie. C'est quoi, tu dis quand j'observe? C'est quoi quand. Qui observe je, Ouais. s'apaise. Qui observe je, ça pèse. Et ça, c'est pas moi qui ai écrit ça. Je l'ai trouvé dans un biscuit chinois. Ah oui, c'est vrai, Absolument. en plus. Petit papier trouvé dans un biscuit chinois qui a changé ma vie. Qui observe je, s'apaise. Et c'est une des plus phrases les plus remplies de sagesse que j'ai entendues de toute ma vie, que j'ai lues de toute ma vie. C'est comme le délai, en fait. Là, ce qui me vient à l'idée, c'est complètement farfelu, mais tu sais, quand Janet Jackson, elle avait montré un sein là, à l'écran, puis là, finalement, après, ils ont décidé qu'ils nous mettraient un petit délai entre ce qui se passe puis ce qui s'en va à l'écran pour justement éviter que ce genre de situation arrive de nouveau. Bien, on dirait qu'on a besoin de se créer ce délai-là Cette seconde d'attention. révolutionnaire que je l'appelle.
Puis, y a-t-il des exercices qu'on peut faire, vous avez peut-être des exemples aussi, pour justement être davantage présent, attentif à ce qui est? Moi, Écrire. Être comme Serge. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Faire comme Serge. C'est presque à chaque instant. J'aime bien citer Richard Moss, Ouais. médecin américain qui a beaucoup travaillé avec l'anxiété, énormément. Puis lui, il suggérait aux gens de méditer. Puis il y a des gens qui disaient, mais vous savez pas, j'ai pas le temps, j'ai des journées tellement occupées. Puis Richard Moss disait, quand j'écoute une autre personne, quand je l'écoute vraiment, je médite. Ouais. Alors, c'est une occasion parfaite d'observer si on est dans le présent ou non. Parce que quelqu'un parle, puis tout à coup, il y a des commentaires dans notre tête, puis on n'est plus en train de l'écouter. Mais si on s'en rend compte, on ramène notre attention sur ce que l'autre est en train de dire. Ça, c'est un exercice. Je lave la vaisselle. Est-ce que je suis en train de voir la saleté disparaître ou je suis en train de dire, regarde la gang de flambous là, qui ne sont pas capables de m'aider? C'est ça, Non, mais c'est tous des moments où on peut observer où est notre attention. C'est vrai, Puis se connaître, c'est découvrir où est notre attention. C'est fascinant. tout le temps. Oui. Ben, c'est magnifique. Puis si on parlait d'amour, on a parlé un petit peu tantôt, Sophie, quand vous avez dit, là, tu sais, c'est la première fois que j'ai eu l'impression que mes parents me témoignaient de l'amour, etc. Amour de soi et connaissance de soi, c'est quand même deux expressions qui cheminent ensemble. Souvent, moi, je me demande jusqu'à quel point on n'est pas allé trop loin. Vous me le direz, qu'est-ce que vous en pensez? C'est que ce concept d'amour de soi qui nous dit ben, regarde-toi dans le miroir puis dis-toi je t'aime ou ce genre de choses, est-ce qu'on ne verse pas un peu dans le narcissisme quand on fait ce genre de choses? Ça dit quoi pour vous, l'amour de soi? Moi, je serais anxieuse. J'aurais beaucoup d'anxiété. De vous De dire. me regarder dans le je miroir et de m'aime. dire Sophie, je t'aime. Non. Je suis pas Il y a encore deux rendue là. fils qui Pas se séparent tout d'un coup, Je c'est ça? ne suis pas capable, mais il y a une chose certaine, c'est que je peux essayer d'y travailler. Ouais. Mais je préfère partager peut-être l'amour que je peux avoir de moi sur quelqu'un d'autre, avec quelqu'un d'autre peut-être. Je vais reprendre. Ça n'a pas beaucoup de bon sens, mais je sais que moi, j'ai beaucoup de mal à m'aimer, mais je ne voudrais pas transmettre ce sentiment à ma propre fille. Je m'excuse, mais elle est là et Mais non, comme mais je elle est toute l'aime belle, vraiment en plus. beaucoup Mais oui. et que elle connaît vraiment mon parcours et je dirais que je veux dire, c'est tellement difficile de pouvoir avouer qu'on s'aime après Ouais. tant d'années. Donc, je ne suis pas encore là, mais je vais définitivement prendre vos conseils pour être un peu plus dans le présent. Mais j'aimerais, je pense que je concentre plus l'amour de soi vers ma Vers les fille autres. ou quelqu'un d'autre qui est près de moi afin qu'eux ne subissent pas justement le traumatisme Ou le manque, ouais. de ne pas s'aimer. Mhm. Tout à Je ne sais fait. pas si vous êtes Ouais. d'accord avec ça. Ouais, je trouve ça extrêmement intéressant. Je pense que Je- Iris À mon voulait avis, réagir. Iris, est-ce que c'est un chemin nécessaire, Dieu. l'amour de soi? C'est gênant, cette entrevue-là. Ben oui, hein? Mais non, mais là, on parle des vraies affaires. C'est pas là. évident. Non, c'est pas... Moi, Mais, quand j'ai lu votre bande dessinée, j'étais sûre que vous étiez Je pense super à qu'on s'y l'aise retrouvés, Iris et moi. Ouais, ben, je trouve que c'est très touchant ce que vous dites depuis le début. Puis, comme vous, j'ai du Tu peux mal me à... tutoyer. Hein? OK, ben comme toi, j'ai un peu du mal avec les gens dont l'ego prend beaucoup de place, puis ça m'énerve. On va le dire, ça Ouais. m'énerve. Puis des fois, j'ai du mal à faire la part entre m'aimer moi-même et avoir un gros ego. Des fois, Avoir c'est un quoi? un gros ego. Oui, OK. Tu sais, c'est Oui. difficile. Est-ce que en ce moment, je suis imbue de moi-même ou est-ce que c'est juste que je m'aime moi-même? Tu sais, Je trouve ça assez difficile de faire la part des choses. Je pense que Serge aurait quelque chose à Serge, il dire. va nous départager Mais je veux tout juste ça, là. terminer en disant que c'est pas pour rien aussi que si j'ai choisi de faire de la bande dessinée. Je pense que en écrivant, ou en tout cas en faisant de l'art, on cherche beaucoup l'amour des autres, puis on veut partager avec les autres. On veut que les autres nous aiment et aiment ce qu'on fait. Donc, c'est Bien pas pour rien sûr. que j'ai choisi cette carrière-là. Hein. Mais on le cherche toute notre vie. Quand on était enfant, là, ça nous a beaucoup marqué parce que c'était associé à notre survie. Si on avait l'impression, c'était pas juste une impression, c'était une réalité.
on avait l'impression que si on n'était pas aimé, on allait mourir. Ben, qui va s'occuper de nous autres si on n'a pas des expressions d'attention, d'affection, etc.? Qui va nous nourrir? Qui va nous protéger? Oui, c'est de l'ordre de je C'est vais de l'ordre de mourir. la survie. Puis pendant Ouais, c'est des ça. années, c'est le même. Alors, ça s'inscrit sur un disque dur, puis après ça, ben, le reste de la vie, il faut justement apprendre à observer ça. Puis, au fond, quand on arrive à être dans la présence, puis être dans la présence, c'est pas une image, j'ai envie de dire, hédoniste du moment présent. Tu sais, parce qu'on associe souvent dans la société être dans le moment présent au plaisir. Être dans le moment présent, c'est écouter une autre personne. J'ai rencontré des jeunes à qui je disais, être dans le moment présent, c'est écouter le prof en classe. C'est ça, être dans le moment présent. Et plus on arrive à ramener l'attention dans le présent, plus, au fond, il y a une connexion avec ces merveilleuses capacités qu'on possède qui ne vieillissent jamais. La capacité d'aimer, comme je disais tantôt, la capacité de s'émerveiller, etc. Puis quand on est là-dedans complètement, c'est comme si le besoin de l'amour de soi là, s'évanouissait. Ça se dit. Parce qu'on est là. On est là. Puis là, on rencontre que tout est accessible, disponible, qu'on peut aimer l'autre, qu'on peut savourer ce qu'on a dans la bouche, qu'on peut Est-ce qu'en apprendre. fait, on n'est pas dans... On sent l'amour à l'intérieur de soi. Fait que là, c'est plus une question de s'aimer soi-même, mais de ressentir l'amour. Ça nous envahit. Voilà. Absolument. Et je pense... Tu me donneras ton médicament. Docteur! Un entraînement. Oh my gosh! C'est un entraînement. Docteur, je veux une prescription. Mais c'est un travail. Est-ce que c'est trop tard? Et non, jamais. Jamais, jamais trop tard. Jamais. C'est très, très important, Ouais, cette remarque-là. ouais. C'est jamais trop tard pour découvrir qu'on a tout ça en soi. Mais c'est pas facile. Non. J'en l'air facile quand j'en parle, là, mais hey, au quotidien, j'en pète des plombs. Puis l'irritation apparaît à l'intérieur de moi au volant de ma voiture quand je me fais couper, etc. Alors, mais là, ça prend une fraction de seconde maintenant. Je me rends compte que ça a commencé le jugement sur l'autre, puis le jugement sur moi. Pas facile de l'apaiser. Mais ça se fait. Je vous admire. Non. Vraiment, je vous admire. Ben non. C'est C'est pas. fantastique. Non, mais ça fait du bien quand même. Juste Ouais. de l'entendre, même si on, tu sais, quand il dit c'est un entraînement, Oui. mais déjà d'en prendre conscience, c'est un premier pas important. Ça fait du bien de l'entendre que quelqu'un à côté est capable de vivre, d'avoir accédé à l'amour de soi. C'est quelque chose qui est tellement difficile, mais de pouvoir y avoir accédé et continuer à travailler à l'accéder encore plus, c'est encourageant. Bien sûr. Hein? On a besoin de D'accord. modèles de toute façon dans la vie. Mais tu sais, c'est le pour- travail de tous les instants, puis c'est le travail de toute une vie. Ça, c'est important de le Ouais. dire aussi. C'est jamais fini. Il y a des moments où j'entre dans des... Parce que je veux... Quand on dit qu'on m'admire, tu sais, il y a des moments où j'aimerais ça que vous me voyiez devant la télévision en train de pleurer comme un veau devant ce que j'observe en écoutant le bulletin de nouvelles, tu sais. Il y a une espèce de, parfois, de découragement qui m'envahit par rapport à ce qu'on pourrait vivre Ouais. et qu'on ne vit pas. Mm. Parce que ce serait possible d'y avoir accès si on observait justement tout ce besoin de perfection pour être aimé, puis toutes ces horreurs qu'on peut faire pour obtenir ça. On le voit chaque jour, malheureusement. Puis ça, parfois, ça génère aussi de la tristesse. Ça peut aussi générer de la compassion, de la bienveillance. Ça peut générer plein de choses comme ça. Mais en même temps, c'est le travail de toute une vie, puis c'est le travail de tous les instants. Mais c'est jamais fini. Il y a de Et il l'espoir n'est jamais toute trop tard, l'existence. effectivement. Eh bien, avant qu'il soit trop tard et que ce soit la fin de l'entrevue, j'aimerais quand même vous donner la parole une dernière fois pour vraiment parler de votre livre et peut-être l'intention. Tu sais, quel est le cadeau que vous voulez offrir à vos lecteurs? S'il y avait une chose, là, que vous vous dites, ben moi, j'ai écrit ce livre-là, puis c'est ce que vous lui souhaitez au livre quand il va se retrouver dans les mains des lecteurs. Qu'est-ce que c'est, Iris? Ben, moi, j'espère toujours un peu faire rire mes lecteurs quand même. Faire parce que rire, oui. Pour moi, c'est une façon de combattre mon anxiété, de faire rire les gens et de rire moi-même. Puis comme je disais tout à l'heure aussi, comme je parle beaucoup d'anxiété dans mon livre, j'espère que les gens vont pouvoir se reconnaître et se sentir compris et comprises et qu'ils ne sont pas tout seuls. Oui, c'est ça, juste de savoir qu'on n'est pas seul, déjà, ça aide. Ouais. C'est le combienième, Iris? Je sais pas, c'est ce qu'on se disait avec Serge tout à l'heure. C'est parce que j'ai fait beaucoup de séries qui ont été compilées en Ouais. intégrale après, mais je pense que ça doit être comme mon 15e ou 20e livre là, autour Ah, de OK. ça. Là, ouais. Quand même. Ben, j'ai fait des livres jeunesse. Alors, à de l'âge bande que vous dessinée. avez, en plus. C'est assez prolifique. Bravo. Merci. Merci. Mm. Sophie?
Alors, avec mon livre, il y a deux choses. C'est peut-être, si je peux me permettre de dire, si ce livre peut enlever un peu le stigma, si vous voulez, de peut-être penser que les gens qui ont une vie financièrement favorable ne puissent jamais souffrir. Vous allez voir que c'est faux. Et puis, je voulais aussi être considérée comme Madame Tout-le-Monde et d'être aimée par Madame Tout-le-Monde et d'oublier Sophie Desmarais, la fille de Paul et Jacqueline Desmarais, et simplement me considérer comme Sophie et peut-être d'apprendre et de partager une similarité avec d'autres gens qui peuvent souffrir de la même façon. Et évidemment, je parle beaucoup de Jasmin Roy, Oui. qui est un homme que j'admire, qui est le pilier de la bienveillance, selon moi. Et j'aimerais qu'on puisse connaître encore plus notre fondation maintenant et de pouvoir... c'est peut-être mon vrai bébé, je dirais. Donc, j'espère que... je peux simplement dire que j'espère que les gens vont apprécier ce livre. Bien, c'est très touchant, premièrement, de vous lire, Sophie. En plus, je trouve que vous n'êtes pas dans justement la victime. On sent que c'est fait parce que vous avez besoin de le confier, mais pour aider aussi. Puis quand on parlait tout à l'heure du pivot, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est un immense merci parce que probablement que grâce à tout ce que vous avez vécu, bien, il y a tout ce que vous faites aujourd'hui, entre autres avec Jasmin Roy. C'est inestimable. Merci. Et j'adore le faire. Bon, ben voilà. Ouais. Il y a beaucoup Merci d'amour beaucoup. là-dedans. Il y a beaucoup d'amour. Hein? Oui. Merci. Mon beau Serge. Ben, moi, je souhaitais, à travers l'humour aussi, comme Iris, montrer que c'est possible d'apprendre à se connaître dans la relation à l'autre. En fait, je me suis beaucoup amusé dans un restaurant chinois avec des gens qui cassent des biscuits chinois puis qui commencent à découvrir des petits messages. Deux personnes cherchent vraiment l'âme sœur, cherchent à se faire aimer à travers des images qu'ils projettent d'eux-mêmes. Puis ils finissent par découvrir que tu ne peux pas accrocher l'autre à travers une image, c'est en étant vraiment ce que tu es, qui en toi ne vieillit jamais, que tu vas finir par rencontrer complètement l'autre. Alors je me suis... Et ça parle d'amour. Ben oui. Ça parle d'amour tout le long. Et dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Ben, Absolument. merci. Ben, évidemment Christine. que je n'ai pas besoin de vous dire que les livres de Serge, je les dévore. Mais en fait, non, je les dévore pas tant parce que je prends le temps. Il y a tellement de contenu, justement, inspirant qui nous fait cheminer qu'il ne faut pas lire non plus, je crois, à toute vitesse. Alors, merci d'être si bon pour nous, les lecteurs. Merci à vous trois pour votre Merci à présence vous. ici cet après-midi. Merci à vous d'avoir été là. C'est particulièrement touchant de vous retrouver, même si on est toujours en mode pandémie, mais bon, on va un peu mieux, là. Tant qu'il n'y a pas un autre variant qui nous assaille, on devrait être pas si mal. Hein? Alors, merci infiniment. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci pour votre attention. Merci, Christine. Merci. beaucoup. Merci à Merci, vous merci. Visualiser l'histoire, visualiser un peu l'atmosphère. Puis là, j'avais dessiné comme une grosse bête. Là, je me disais, est-ce que ça va être un ours, un raton laveur? Puis il y avait un petit animal à côté.